Merci beaucoup, Madame la Présidente, de votre présentation. Merci à l'ORS de Bordeaux de nous accueillir et à la Fédération nationale des ORS d'avoir organisé ce débat. Alors, ce débat tombe à pic parce que c'est vrai que c'est un débat apparemment technique qui pourrait paraître abstrait, voire abscon, et ne pas devoir retenir l'attention générale. Mais il y a, et beaucoup d'entre vous en sont conscients, beaucoup de débats, de remous, de polémiques, donc ce débat tombe à pic. Alors, avant d'aborder ce débat et les termes dans lesquels il faut poser les questions, me semble-t-il, je voudrais simplement d'abord souligner l'excellente relation des ORS avec l'Institut des données de santé et peut-être dire deux mots de ce qu'est l'IDS pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors l'IDS a été créé en 2007 en conséquence d'une loi pour veiller à l'ouverture, au partage, à la qualité des bases de données publiques, si je schématise. C'est un groupement d'intérêt public qui comprend 13 composantes et donc qui sont un peu toutes les composantes du domaine de la santé et de la protection contre le risque maladie. L'État, les régimes obligatoires, les 3 régimes obligatoires d'assurance maladie, les fédérations hospitalières, les 4 fédérations, puisque les centres de lutte contre le cancer ont aussi adhéré, les professionnels de santé avec l'UNPS, les complémentaires santé dans leurs différentes branches et avec l'UNOCAM, les associations de patients avec le CISS, et c'est bien sûr une composante importante aussi pour nous, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, donc ça signifie que notre domaine s'étend aussi au médico-social, qui est aussi l'un des domaines des ORS, à côté de la santé proprement dite. Et je crois que c'est bien qu'il n'y ait pas de cloisonnement, ni pour les ARS, ni pour nous-mêmes. Et puis nous avons des membres associés qui sont aussi bien l'Institut de lutte contre le cancer que la Haute Autorité de santé, l'École de la santé publique, et ainsi de suite. Et l'AFNOR, c'est un nombre croissant d'acteurs, ont souhaité être associés à l'Institut. Alors avec les ORS, nous avons une relation très proche, très confiante. La fédération des ORS participe à nos clubs d'utilisateurs de cette grande base de données de remboursement qu'est le SNIRAM de l'assurance maladie, au club aussi d'utilisateurs du PMSI, et puis à notre commission technique que nous appelons CADIS, la commission pour l'amélioration des données et de l'information statistique, donc une association étroite. Alors, et je crois que c'est une bonne chose, et j'ai beaucoup souhaité personnellement que cette collaboration puisse avoir lieu, car je crois au travail, à l'intérêt de ce que font et peuvent faire les observatoires régionaux de la santé. Sur les débats qui sont en cours, voire les polémiques, que faut-il penser, comment faut-il les prendre? Je voudrais aborder ces questions générales sur l'accès aux données de santé et puis, in fine de mon intervention, faire le point plus concret et dans ce cadre-là, sur la question de l'accès des ORS aux données de santé. Pour ce qui concerne les débats généraux, je dirais qu'ils sont sous le signe du paradoxe, véritablement. Sous le signe du paradoxe parce que la collectivité nationale a consenti des efforts considérables, la collectivité nationale, c'est-à-dire nous tous, sur nos cotisations, pour financer des bases de données publiques, que ce soit le PMSI, que ce soit financé via nos impôts, que ce soit le SNIRAM, financé par l'assurance maladie, donc par nos cotisations sociales et notre CSG,
le SNIRAM, ça a coûté 1 milliard d'euros. Donc ça vaut que... Alors c'est pas anormal, hein, ces grands systèmes d'information, ça coûte. Mais si on prend tout l'investissement, toute la maintenance, etc., depuis le début, ce sont des investissements considérables. Et donc, je dirais, lorsqu'il y a un outil, il faut qu'il serve. Alors, autre chose est de savoir à quoi, par qui, comment. Mais c'est vrai que ce qui est la plus grande base de données du monde, le SNIRAM, après celle du Pentagone, à la vérité, et quelques autres, mais enfin, c'est la plus grande base de données de santé du monde. Hein. Il y a beaucoup plus de données de santé de remboursement, plus exactement, que dans la base du NHS britannique ou de toute autre base. Donc, ce sont des outils maintenant performants. Ça a mis du temps à être au point, mais c'est maintenant performant. Et il faut donc bien voir pour que ça ne reste pas sous-utilisé par rapport aux besoins. Alors, effectivement, je crois pour ma part qu'il y a un besoin considérable de données, mais de données anonymisées. Alors pourquoi d'abord un besoin considérable de données? Vous le savez bien, vous qui travaillez, enfin, qui souhaitez beaucoup travailler sur des données. C'est que, par définition, la santé, c'est extraordinairement complexe. Il y a des milliers de maladies, il y a des milliers de types de traitements, il y a 4000 médicaments, 8000 types de substances médicamenteuses, 1350 établissements publics de santé, sans compter les autres composantes du système, et les centaines de milliers de praticiens et de professionnels de santé. Donc tout ça, évidemment, par nature, il faut des données. Et ça ne peut pas être exploité selon de bonnes vieilles méthodes archaïques. Il faut utiliser des bases. Et les facteurs de la maladie, c'est aussi complexe. Hein. Pour avoir longuement travaillé sur les sujets d'alimentation, avoir présidé le Conseil national de l'alimentation, travaillé encore sur ces sujets, je vois bien que l'alimentation, c'est évidemment un facteur majeur de la santé. Il faut pouvoir, de même l'environnement, le travail, donc il faut les revenus, les catégories socio-professionnelles. Donc pour analyser la santé, il faut pouvoir rapprocher des données et utiliser les méthodes, bien sûr, les plus performantes. Alors simplement, ma conviction, c'est que dans le cas le plus général, des données anonymisées suffisent. Pourquoi? C'est que, en réalité, justement, l'épidémiologie, l'alerte sanitaire, ça relève en réalité de phénomènes qui sont souvent repérables, je dirais, statistiquement. Pour prendre une image, surveiller par exemple les anomalies dans la prescription des pilules de 3e ou de 4e génération, c'était assez simple. Il suffisait de regarder le volume des achats dans les pharmacies. Hein. Ce n'était pas la peine de suivre des consommations individuelles. Bon. Ou de même pour les consommations du Mediator. Il suffisait d'avoir les éléments de consommation pour voir que la consommation était considérablement supérieure à ce qui était écrit dans les AMM. Donc très souvent, et de même, quand on travaille sur des facteurs comme la nutrition, comme l'environnement, les données statistiques anonymisées suffisent. Et là, dans ce type de données, c'est utile dans deux grands types de domaines, la recherche, et la recherche est encore, je dirais, très peu développée en France. Pensons par exemple, même dans des domaines à privilégier comme le cancer, hein, je vois à travers les travaux que nous avons, la convention que nous avons passée avec l'INCa, hein, que l'INCa n'avait pas les cohortes et les croisements utiles, parce que par exemple, quand on veut faire de l'épidémiologie avancée du cancer, c'est quand même très utile de connaître les examens de laboratoire, hein, et l'évolution de quantitative et par type des analyses de laboratoire qui sont effectuées. Bon. Donc, je cite cet exemple concret, mais on voit bien qu'il y a de la part de l'INSERM, du CNRS, des CHU, de tous ceux qui travaillent sur la recherche, énormément de besoins de données. Et puis il y a le pilotage des politiques de santé,
que ce soit le pilotage national, que ce soit le pilotage régional, que ce soit l'intérêt, y compris des élus locaux, des conseils régionaux, des conseils généraux pour le médico-social, avoir intérêt à pouvoir piloter tout ça, à avoir donc des données, mais aussi pour la veille sanitaire, hein, où évidemment le traitement des données est fondamental. Alors, tout cela, tout ce domaine-là de l'épidémiologie, de la veille sanitaire, de la recherche, du pilotage, ça n'a rien à voir avec je dirais, le fichage ou le flicage des données individuelles nominatives. Et je crois qu'il faut bien distinguer, car beaucoup de gens ne font pas la distinction, donc ça crée un énorme brouhaha, des confusions, et des confusions qui parfois tétanisent les décideurs ou les font obscurcissent je dirais, leur réflexion. Et personnellement, je suis convaincu qu'il faut être très vigilant, totalement vigilant sur le droit au respect de la vie privée, mais qu'en revanche, la donnée véritablement anonymisée, c'est une source aujourd'hui essentielle. Alors, il faut effectivement des échanges de données. Je suis convaincu qu'il n'y a guère de problème qu'il ne faut pas soulever, parce que beaucoup maintenant parlent de Big Data. Alors depuis que c'est à la mode, Big Data renvoie à Big Brother, et donc on imagine que nos achats chez Carrefour ou chez Leclerc vont permettre, combiné avec ce qui est extrait des données anonymisées du SNIRAM, de repérer que tel ou tel d'entre nous aura ou a telle pathologie. Bon, pour ma part, je n'y crois pas. Et je crois que parce que ce n'est pas abstrait, j'entends même des responsables d'institutions publiques agiter cet épouvantail. Je n'y crois pas une seconde, parce que le danger, il est ailleurs. Le danger, il est sur ces données que tel ou tel organisme prélève chaque jour sur notre ordinateur et qui là sont nominatives et peuvent traduire beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il faut revenir à une vue plus rationnelle des sujets. Alors, quelle peut être la vue rationnelle? Les bases de données publiques, beaucoup d'entre vous en connaissent. Il y a d'abord le PMSI, qui existe depuis très longtemps, qui est ouvert, qui est disponible sur 20 ans, ou qui peut être disponible sur 20 ans, et qui est une base de données essentielle, qui est en partie d'ailleurs médicalisée, parce que ça donne les renseignements sur les hospitalisations. Donc, en réalité, il y a, mais de manière anonymisée, bien sûr, des données de type renseignant sur un certain nombre de pathologies. Tout ça, c'est ouvert, c'est fait par une agence publique, l'ATIH, qui certes a des problèmes, comme tout le monde, mais qui met à la disposition de tous ces données. Et puis il y a une autre très grande base, qui est le SNIRAM, donc ce système national interrégime d'assurance maladie, qui contient les données de remboursement anonymisées de 65 millions de Français, hein, qui monte en puissance parce que la CNIL, à notre demande, a bien voulu admettre qu'on passe d'une durée de conservation, la CNAM passe d'une durée de conservation de 2 ans plus l'année en cours à ces années-là, plus progressivement 10 ans d'archivage. Donc tout ça monte en puissance. Cette base de données, juste un mot de technique, mais ça sera nécessaire ensuite pour parler du point où en sont les ORS dans tous ces domaines. Ce grand ensemble de données comporte d'une part un vaste entrepôt central comportant donc ces données de remboursement sur les 65 millions de Français. Et puis, il y a en fait 3 sous-produits de ce vaste entrepôt. D'un côté, ce qui est appelé des datamarts, donc des espèces de sous-bases de données agrégées, ficelées. Par exemple, sur le médico-social, il y a un datamart médico-social, il y en a un sur l'offre de soins, il y en a un sur la liste des produits et prestations, la LPP, l'ancien TIPS, et ainsi de suite. Et puis, il y a un échantillon général de bénéficiaires qui regroupe
600 000 bénéficiaires, hein, et qui peut permettre des études statistiques. Et puis il y a, troisième sous-produit du vaste entrepôt central, un entrepôt dénommé DCIR, données de consommation interrégime, qui comprend, mais qui est assez général, mais qui ne comprend que les données de ceux qui ont consommé depuis 2 ans. Donc, il n'y a pas autant de données que dans le vaste entrepôt central qui est plus vaste. Alors, à qui faut-il ouvrir tout ça? Personnellement, je pense que ces données qui sont donc anonymisées, qui ont fait l'objet de règles strictes posées par la CNIL sur l'absence de croisement des données sensibles qui seraient susceptibles de permettre une désanonymisation, si on peut croiser la commune, l'âge, le sexe, etc., dans ce cas-là, évidemment, on pourrait désanonymiser. Mais la CNIL l'a interdit, sagement, et il y a longtemps. Et puis, il y a l'interdiction de descendre en dessous d'un groupe de 10. Et personnellement, je pense que cette interdiction doit être générale, et lorsque nous nous prononçons en faveur de l'ouverture, de l'utilisation, nous disons toujours, maintenant, respectez ce critère de 10. Et je pense que ce critère de 10 devrait s'appliquer à tout utilisateur, même public, sauf si, pour un besoin spécifique, l'autorisation était demandée en ce cas spécifiquement à la CNIL de descendre en dessous de 10, pour un besoin épidémiologique ou d'alerte quelconque. Personnellement, certes, je crois aux vertus du public, sinon je dirais j'aurais quitté mes fonctions de président de chambre à la Cour des comptes depuis longtemps. Mais en même temps, je ne crois pas une seconde que la vertu soit uniquement du côté de l'État ou de ses établissements et que les autres univers soient par définition suspects. Je crois que les mêmes règles doivent s'appliquer à chacun dans ce pays et je crois que chaque jour le confirme. Donc il y a des règles. Donc il faut avancer dans l'ouverture, dans la valorisation extraordinaire de cet outil de recherche dont chacun a besoin. Alors, il y a, pour les besoins de la recherche, mon avis, c'est que les datamarts dont je parlais ne suffisent pas. Parce que si on veut connaître le médico-social, certes on a le datamart médico-social, mais le médico-social, ça n'existe pas en soi. Il faut pouvoir le croiser avec les pratiques en ville, ou le croiser avec les matériels achetés, par exemple les fauteuils roulants dans les maisons de retraite. Si vous voulez, il faut bien faire un croisement. Hein. Donc, les datamarts ne suffisent pas. L'échantillon général de bénéficiaires, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup de maladies rares et qu'avec 600 000 personnes, vous ne pouvez faire de l'épidémiologie que sur un nombre très restreint, en réalité, de grandes pathologies. Par exemple, les 1, 2 ou 3 cancers les plus répandus. Mais même certains cancérologues disent on peut sur un seul cancer faire de l'épidémiologie de long terme avec 600 000 bénéficiaires. Donc il faut, et nous en avons pris conscience progressivement, qu'il y ait l'accès de ce que, et c'est pourquoi j'entrais dans le détail technique tout à l'heure, il faut un accès au DCIR, à cette base où ont accès aujourd'hui l'Institut de veille sanitaire, enfin la CNAM bien sûr, qui le fabrique, mais aussi désormais l'INVS depuis 18 mois, et je pense qu'il faut l'ouvrir à la recherche, aux autorités sanitaires, à la haute autorité de santé, à l'agence du médicament, car comment peut-on, ou aux ARS, car comment peut-on être une autorité de sécurité sanitaire si on n'a pas accès aux données? Alors j'entends bien que la HAS ou la NSM font appel à des bases de données privées. Je m'en réjouis pour les opérateurs privés qui ont ces bases, que ce soit IMS ou Celtifarm. Hein? Je dirais qu'en termes de deniers publics, permettez-moi de dire que je regrette un peu d'avoir fait ce constat il y a à la vérité peu de semaines. Et je trouverais plus rationnel que ces autorités puissent accéder aux données
du SNIRAM, qui est une base de données publiques, d'ailleurs plus exhaustive que les bases auxquelles recourt aujourd'hui la Commission de la transparence ou l'Agence du médicament. Alors, voilà, donc, pour moi, il faut que la recherche, en priorité la recherche publique, par exemple les CHU, puisse accéder, et quand je vois, par exemple, un très grand établissement public français, que je ne citerai pas, avoir fait justement 6 demandes d'extraction du DCIR, dont nous avons préconisé qu'elles soient satisfaites, et qui sont ou vont être satisfaites, ben, je me dis que pour ce type d'utilisateur, il faut passer de la demande d'extraction à l'accès. Parce que quand c'est l'Agence du médicament, quand c'est les hospices civils de Lyon ou la PHP qui font de la recherche, ou l'INCa, ne faut-il pas que de telles instances puissent accéder eux-mêmes, avec des équipes compétentes, et bien sûr sous le contrôle de la CNIL, à ce type de données. Je pense que c'est un ça. Autre chose est l'accès de demandeurs privés. Pour des demandeurs privés, la demande ponctuelle d'extraction est sans doute aujourd'hui plus adaptée que l'accès à la base elle-même, et de manière à permettre un meilleur contrôle, à passer aussi par un tiers de confiance, c'est-à-dire que l'utilisateur privé n'ait pas lui-même les données, mais qu'elles soient, je dirais, mises dans un coffre-fort le temps du traitement, et qu'ensuite, bien sûr, elles soient détruites. Alors voilà quelques réflexions générales, sans doute y reviendra-t-on dans le débat. Sur les ORS, 2 mots, mais que vous comprendrez à travers ce que je viens de dire. Les observatoires régionaux de santé, nous nous sommes prononcés pour qu'ils aient accès au datamart, et l'instance technique compétente qui s'appelle le COPIR du SNIRAM, qui réunit l'assurance maladie et l'État, s'est prononcé favorablement. Donc, il reste à sortir un arrêté qui devrait être transmis assez prochainement à la CNIL. Il y a un arrêté en cours qui devrait sortir prochainement sur l'Agence du médicament et sur la Haute Autorité de Santé. Je m'en réjouis, mais il devrait y avoir un élargissement pour les ARS et pour les ORS, je le dis parce qu'il y a aussi sans doute des représentants d'ARS dans la salle, et cette nouvelle arrêté-là, lui, il sortirait plutôt, je dirais, avec un délai qu'on peut regretter, mais il sortirait à l'automne, me dit le ministère. Voilà, donc voilà pour les datamart. Pour l'échantillon général de bénéficiaires, vous avez présenté une demande. Le COPIR du SNIRAM a demandé des explications complémentaires. Il faut que vous les fournissiez, mais je ne pense pas que ça vous sera refusé, hein, sans bien sûr trop m'avancer, mais je ne vois pas pourquoi ça vous serait refusé. Et puis, il y aura la question de l'accès au DCIR, donc, parce que je pense qu'il faut que vous puissiez, vous aussi, qui êtes avec l'État et les conseils régionaux et les conseils généraux dans la sphère publique et éclairant les ARS et les autorités régionales, il faut que vous ayez accès. En vous équipant pour ça, alors faut-il, je sais que l'IDS a formé des spécialistes des ORS pour qu'ils puissent demain, ou d'ici la fin de l'année, vraiment travailler sur le SNIRAM. Faut-il que vous mutualisiez, c'est-à-dire qu'il y ait un nombre de quelques, plutôt qu'il y ait une personne dans chacun des 26 ORS, ne faut-il pas qu'il y ait une cellule ou quelques-uns qui, en réseau, accèdent pour le compte des 26 ORS. Ça, c'est à vous de voir. Bien entendu, personnellement, permettez-moi de dire, je crois que ça serait plus rationnel parce que le SNIRAM, c'est une base compliquée et il est sans doute préférable de mettre en commun la capacité d'accueil. Donc voilà où en sont les choses, voilà quelques perspectives particulières, mais je crois qu'il y a de belles perspectives pour les ORS
d'accéder et de pouvoir traiter demain davantage de données. Et personnellement, vous pouvez être assuré que j'y crois beaucoup et que je m'efforce de pousser en ce sens.